Je pense que la meilleure manière dont on pourrait parler de Claude, c'est en le qualifiant d'homme de la Renaissance. La Renaissance qui était ce mouvement où tous les arts, les sciences, la philosophie, la littérature se mélangeaient pour recréer un élan à la civilisation décadente de l'époque. Et Claude, quelque part, sans le vouloir, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, faisait de la Renaissance sans le savoir, parce que tout l'intéressait. Il piochait dans tous les éléments qui l'entouraient, que ce soit un masque africain, que ce soit une sculpture de la Renaissance, que ce soit une mécanique qu'il découvrait. Tout l'intéressait et tout fournissait des éléments de création à son œuvre. Et c'est comme ça que je l'ai connu, c'est comme ça qu'on se rencontrait, c'est comme ça qu'on a fait, et ce n'est pas un hasard, le livre sur Galilée, le témoin phare de cette période de l'histoire qu'est la Renaissance, parce que quelque part, mais j'y pense maintenant, on s'en est jamais parlé à l'époque, quelque part il se reconnaissait en Galilée, ce chercheur, ce trouveur, cet inventeur qui, d'un télescope, d'une lentille, d'un élément, d'un reflet sur l'eau, recréer un monde. Ça, c'est le Claude que j'ai connu et que je garde à l'esprit. C'est le Claude qui rêvait de bâtir une tour ici derrière, parce qu'il adorait les villes italiennes, les tours de Lucca, les tours de San Gimignano, et qui se voyait pas pour dominer le monde, mais quelque part pour avoir une vue générale de tout ce qui vivait, de tout ce qui bougeait, de tout ce qui se créait, et d'en faire une sorte de synthèse. Et quand je pense à lui aujourd'hui, je me dis qu'il est dans sa tour et qu'il nous regarde. Ce qui était passionnant en étant dans l'atelier de Saint-Luc, chez Claude, c'était la façon dont il ouvrait le paysage, il ouvrait les fenêtres. Il nous obligeait à explorer, il nous obligeait à être toujours en état de recherche, de difficulté aussi, parce qu'il nous obligeait à changer de technique, à changer de format, à aborder autant le graphisme que l'illustration. Évidemment, la bande dessinée, c'était le cœur de l'atelier à Saint-Luc, mais il fallait aussi savoir faire de la typographie, il fallait savoir... Et c'est ça qui peut-être était le plus intéressant et pour moi le plus visionnaire, c'est qu'il a senti qu'il ne fallait pas seulement nous apprendre un métier, mais nous former à être capables de raconter des histoires sous toutes les formes possibles. Et je trouve que c'est visionnaire parce qu'au vu des difficultés que beaucoup d'auteurs de bande dessinée rencontrent aujourd'hui, et de financer la création, il a senti que, naturellement, presque intuitivement, qu'il fallait qu'on soit des auteurs polyvalents, multiples, comme il l'était. Je pense que la philosophie de Claude dans son enseignement, c'était, comme dans son œuvre en général, d'ouvrir les portes, d'ouvrir les chantiers et de ne rien refuser à la créativité de ses étudiants. Et donc, à ce moment-là, il y a eu vraiment une bouffée d'oxygène dans l'enseignement de la bande dessinée, et que de nombreux étudiants sont engouffrés dans ce qu'il apportait. Maintenant, il apportait aussi une rigueur, il souhaitait vraiment, de la part de ses étudiants, un professionnalisme, je vais dire, déjà dans leurs études. Et puis ça a donné des créations extraordinaires, comme celle du 9e rêve, où on retrouve des gens comme Skeuten, comme des gens différents. C'est ça qui est amusant aussi, c'est qu'il n'a pas forgé tous ses étudiants dans le même moule. Regardez Skeuten et Sokal, c'est deux univers différents, mais tous les deux se revendiquent du tutorat de Claude Renard. Ici, je passe en revue, c'est le 9e rêve qui a été la manière dont Claude a voulu faire passer ses étudiants vers le professionnalisme, et souvent vers la première édition, qui est toujours le premier pas difficile, en disant on veut cette première édition, on va vous l'offrir, on va nous l'offrir en quelque sorte, en créant cette revue qui a eu quelques éditions et qui avait dans la première 14 éditions complètes. Donc 14 étudiants ont pu créer et éditer leur première histoire, et des éditeurs se sont précipités sur certains, sur Skeuten, sur Berthet, sur d'autres. Et donc ça, c'est vraiment l'image de Claude, cette ouverture, cette disponibilité
à écouter vraiment ce que l'étudiant avait à lui offrir, lui apporter les clés pour qu'il puisse aller plus loin dans sa propre voie. En fait, quand on a commencé des histoires à deux, il avait 10 ans de plus que moi, il avait beaucoup plus d'expérience, et j'ai énormément appris avec lui. J'ai appris à observer, j'ai appris à... Il y avait une démarche chez Claude de comprendre, d'essayer de saisir vraiment les objets, les formes, les corps dans leur intériorité. Et ça faisait que les dessins étaient vraiment, je dirais, construits, étaient chargés, tendus. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et je crois que je ne serais pas le dessinateur que je suis sans le fait d'avoir travaillé si longtemps avec lui. Ça m'a énormément appris sur un processus d'humilité, d'observation et une intensité qui fait que je vois un dessinateur qui avait une curiosité permanente. Et c'est ce qui fait qu'il accumulait tout le temps des objets les plus divers, qu'il était un collectionneur de collections, parce qu'il avait alors la chance d'avoir tous ces objets autour de lui, de s'en nourrir, de pouvoir les dessiner dans les moindres détails. Et ça rend, je dirais, le travail de dessinateur passionnant, parce qu'il est toujours en évolution, et toujours en train de s'enrichir. Et cette maison qui devenait comme un immense cabinet de curiosité, elle était aussi le lieu d'émerveillement pour les gens qui venaient le rencontrer. Émerveillement sur son monde qui s'enrichissait comme ça infiniment. C'est un souvenir formidable parce que c'est à travers la première édition du 9e rêve que j'ai rencontré Claude. On habitait jusqu'à la fin de la vie de Claude à quelques kilomètres de distance, je ne le connaissais pas. Et j'étais journaliste à la RTBF et intéressé à tout ce qui se passait au niveau artistique et bande dessinée en particulier. Et donc j'avais entendu parler de l'édition du 9e rêve, je dis je dois inviter dans mon émission, mais c'est une émission matinale, un peu trop matinale pour Claude d'ailleurs, puisque mes invités devaient arriver vers 7h30 pour passer à l'antenne à 8h du matin le samedi. Et donc j'invite Claude, je téléphone, je ne sais pas, à l'éditeur ou à l'école, je ne sais plus, et bon, le contact se fait. Et donc 8h moins le quart, 8h moins 10, toujours pas d'invité. 8h j'ai un répit parce que je répercute le journal Parler National, toujours pas de Claude. Dans ces cas-là, un peu désespéré, on lance un disque, et puis voilà, Claude qui arrive, enfin un monsieur qui se présente comme Claude Renard, je ne l'avais jamais vu, qui arrive tout essoufflé, à dire excusez-moi, bon, vous me raconterez après, bon, on fait l'interview et tout. Et il me dit, je suis vraiment désolé, mais je suis tombé en panne d'essence en arrivant à Mons, j'ai dû abandonner ma voiture et venir à pied au studio. Ok, vous êtes pardonné, on a bien rigolé, on a pris un café, et puis je dis, mais je vais vous conduire votre voiture, et puis je pars, il me dit, mais par où vous allez, c'est pas par là l'autoroute. Mais je dis, excusez-moi, mais il faudrait peut-être d'abord acheter un peu d'essence, parce que ça ne sert à rien que je vous ramène à votre voiture. Ah oui, évidemment. Et voilà, et c'est parti pour une amitié éternelle. Et donc voilà, après on s'est rendu compte aussi qu'on habitait l'un près de l'autre, on s'est invité, on a bu des coups, et puis, et ça a été quelque chose de formidable pour moi, il m'a invité à faire un premier texte pour un bouquin, et puis on a fait ensemble 5 ou 6 livres, et voilà, c'est une belle aventure éditoriale. Mais donc, le début, c'est le 9e rêve, et le 9e rêve était quelque chose de nouveau, c'était un peu une bombe atomique dans le monde de la bande dessinée. C'était une série de jeunes iconoclastes avec des jeunes femmes, ce qui était quand même dans un monde assez misogyne, assez nouveau. Ici, il y a une planche de Chantal de Spiegeler, par exemple, avec des jeunes inconnus qui allaient devenir des vedettes de la bande dessinée. Benoît Socal, par exemple, avec déjà une fable autour avec des animaux. Où on peut reconnaître quelques idées venant peut-être des idées de Franquin ou de René Haussmann, mais vraiment un parcours déjà très original. Et puis évidemment, l'élève qui a le plus marqué Claude, c'est Françoise Quétaine, puisqu'ils ont fait ensemble plusieurs albums, dont le premier album de bande dessinée de Claude, qui était Les Médianes de Symbiola. Et tout ça était déjà là, compact, dans cet album
qui ne devait être qu'un album d'étudiant et qui est devenu quelque part un ouvrage mythique dans l'histoire de la bande dessinée. Mais donc voilà pour l'histoire du 9e rêve. Tiens, et à propos, voilà ici l'Alfred, la récompense suprême du Salon international de la bande dessinée d'Angoulême, que Claude et son équipe ont reçu pour l'édition du 9e rêve. Oui, et je veux dire qu'il n'a pas fallu beaucoup pour pousser Claude dans cette direction-là, parce que justement cette envie de phagocyter l'univers des images le poussait naturellement vers ces expressions-là, et donc que ce soit en tant qu'affichiste ici pour une pièce d'Edward Bond, que ce soit en tant que décorateur, en tant que aussi concepteur d'univers urbain pour le Festival des Inattendus de Maubeuge, ou in fine pour entrer dans l'univers prégnant de Las Vegas pour faire les costumes et décors d'un show de Franco Dragon, qui est toujours opérationnel là-bas, le rêve. Claude était dans son univers, était dans son monde, et toutes ses créations se correspondaient, et tout son univers graphique entrait au service du metteur en scène ou du concepteur d'un projet de ce type de film. Il a aussi, avec François, réalisé les costumes et surtout les dessins de machines pour Judge Jekyll, pour un film culte qui s'appelle Gwendoline et les machines, je pense, et qui reste dans les mémoires de beaucoup, sans que ces gens sachent que Claude était à la manœuvre. Et ça, c'est vraiment lui rendre aussi cet hommage-là, que rien ne lui était étranger, qui touche au signe, à l'image et au graphisme.